La nuit du 11 juin 1962, 3 détenus de la prison d'Alcatraz au large de San Francisco aux États-Unis arrivent à sortir de l'établissement, pourtant considéré comme infranchissable, et partent au large sur un radeau de fortune vers l'île Angel, qui est environ à 3 km de l'île d'Alcatraz. Leur plan, retrouver la terre ferme et dire adieu à l'emprisonnement. C'est l'évasion la plus mystérieuse de l'histoire des États-Unis. Donc, je vais un peu en contexte. Alcatraz est d'abord le nom d'une île et ça signifie pélican en espagnol. Pélican ou fou de bassin, que c'est parce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux qui allaient dessus. Et on va donner son nom, le nom de l'île, à l'établissement construit sur sa surface, situé à près de 2 km de la baie de San Francisco, proche du fameux Golden Gate Bridge. On appelle aussi l'île The Rock et il devient un endroit tout indiqué pour construire une prison puisqu'elle est à toute fin pratique inatteignable à la nage et donc c'est impossible de s'y échapper. Avant d'être une prison, le bâtiment était une forteresse militaire entre 1850 et 1909. Ensuite de ça, ça a été transformé en prison militaire jusqu'en 1933 et par la suite, ça a été mis entre les mains des autorités là, américaines en tant que prison fédérale à haute sécurité et elle a existé jusqu'en 1963. Si vous vous rappelez, mon histoire se passe en 1962 et ce n'est pas étranger à la fermeture de la prison. On compte 4 blocs, donc il y a le bloc A, B et C. Donc en fait, c'est fait comme dans les films. Vous avez sûrement vu ça souvent dans les films américains. Donc, on va avoir des corridors avec des portes grillagées en haut et en bas, donc sur 2 étages, avec des longs corridors. Et il y a, ça c'est les ailes ABC, pardon. Et dans les sous-sols, on a le bloc D, qui est dans le fond le bloc d'isolement. Et ça contenait des cellules absolument abjectes où il n'y avait pas de lit, pas de lavabo, pas de lumière non plus. Enfin, il n'y avait pas de fenêtre, donc c'était dans le noir complet, sur un sol frais. On se rappelle qu'on est sur une île, donc il fait extrêmement froid, il fait extrêmement humide, et les gens étaient mis en isolement dans l'LD. L'établissement était géré en tant que prison modèle, avec un maximum de sécurité, le but étant de prévenir les évasions. Les criminels qui répondaient pas bien aux règlements des autres prisons étaient envoyés à Alcatraz pour serrer la vis un peu. D'ailleurs, les criminels qui s'évadaient de prison étaient envoyés à Alcatraz, parce qu'on se disait, ils ne pourront pas recommencer. Et généralement, les prisonniers ne ressortaient pas. Le but était de les envoyer là, qu'ils meurent là. Faut savoir aussi que les familles des gardiens habitaient sur Alcatraz et les femmes travaillaient au jardin. Et les enfants retournaient très subtilement en bateau à l'école et revenaient le soir en ferry. Dans le fond, il y avait les seuls transports qu'il y avait, c'était pour amener les prisonniers par bateau et pour les familles des gardiens. Il y avait peu de privilèges à la prison d'Alcatraz. Le travail était une permission et non un acquis. Et dans le fond, la raison pour laquelle il y avait peu de permissions et qu'ils ont décidé de vraiment serrer la vis, c'était parce qu'il y a eu une augmentation de 1000% des crimes en 30 ans, entre 1930 et 1960, liés à la prohibition notamment. Donc, il y a beaucoup de crimes. C'est vraiment la pègre. Donc, tu sais, trafic d'armes, meurtre, comment on appelle ça, trafic de boissons. Bref, une grande hausse de criminalité dans le début des années 1900. En passant, Alcatraz, je ne l'ai pas dit, mais c'est San Francisco, c'est aux États-Unis, c'est sur la côte ouest des États-Unis. Donc, à Alcatraz, on comptait un gardien pour 3 prisonniers. Il y avait des tours partout, des tours de garde. Dans les autres prisons américaines, on avait un prisonnier pour 12 ou un prisonnier pour 30, selon le niveau de sécurité. Donc, c'était quand même... Ça rajoute au fait que c'était complètement impossible de se sauver de là parce que c'est quand même un gardien pour 3 prisonniers. Il y avait jusqu'à 1500 personnes qui pouvaient résider sur l'île en même temps. Et des autres choses qui étaient faites, c'est que les prisonniers étaient appelés par matricule et non pas par leur nom pour enlever toute humanité aux prisonniers. D'ailleurs, fun fact, l'île d'Alcatraz a accueilli des prisonniers très célèbres comme Al Capone, Machine Gun Kelly, mais pas celui que vous pensez, l'original, et Birdman. Est-ce que vous voulez en savoir plus sur l'évasion? Ah oui. Ah oui, bien sûr. Donc, durant les 29 ans d'opération de la prison, donc de 1934 à 1963, 36 détenus ont tenté de s'évader lors de 14 tentatives différentes. Sur 36 évadés, il n'y a pas eu beaucoup de survivants. 23 furent rattrapés, 6 furent tués par balle, 5 se sont enfuis par la mer et se sont noyés. 2 prisonniers furent exécutés dans une chambre à gaz pour leur rôle dans la mort d'un gardien durant une tentative d'évasion. Là, il y a tout un autre événement qui s'appelle la bataille d'Alcatraz qui a eu lieu en 1946. C'est là où il y a du monde qui a essayé de s'échapper, puis là, ils ont tiré sur des gens, puis là, ils se sont fait euthanasier dans une chambre à gaz. Officiellement, encore aujourd'hui, tous les documents, au
aucun détenu n'a parvenu à s'échapper. Mais l'histoire d'aujourd'hui, on n'est comme pas sûr. Bon, les fugitifs dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'est peut-être terminé autrement. C'est ça le mystère. Donc, je vous parle des fugitifs. On a Frank Morris, c'est lui, Clint Eastwood. Donc, la justice le condamne une première fois à 13 ans. Oui, il a commencé jeune. Puis, à la fin de son adolescence, il est arrêté pour détention de drogue et attaque à main armée. Au fur et à mesure de sa vie d'adulte, Morris est incarcéré dans des prisons de plus en plus grandes et de plus en plus haute sécurité parce que monsieur, le petit coquin, est toujours capable de s'échapper. Donc, il a une intelligence supérieure à la moyenne, il a un QI de 133 et il s'est évadé à plusieurs reprises de plusieurs établissements. C'est pourquoi il se retrouve à Alcatraz en 1960. Morris est considéré comme le cerveau de l'affaire parce que il est considéré comme étant le premier qui a songé à l'évasion. Lui, c'est un homme qui ne tolérait pas d'être enfermé et dès qu'il est arrivé là, il a commencé à penser à des stratégies pour sortir. Il s'est bien fouillé sa cellule, il s'est rendu compte que sous les lavabos, il y avait une bouche d'aération avec une grille en métal. Le ciment autour, il s'est mis à le gratter puis il s'est rendu compte que le ciment s'érodait. C'est en partie dû au fait qu'on est sur une île entourée d'eau salée et ça fait éroder et le métal et le ciment. Ça n'avait pas été pensé comme ça, mais bon. Puis la prison commençait à dater. Hein. On se souvient que l'établissement de base avait été construit en 1909, donc ça fait plus de 50 ans et clairement, le matériau n'avait pas été fait pour une prison. Hein. Au début, c'était juste un établissement militaire. Donc, bon, lui, il dit « Oh my God, c'est notre... » Il regarde dans le trou, il voit qu'il y a des rats qui peuvent passer, des insectes. Il dit « OK, ça mène à l'extérieur. C'est officiel. » Donc, il entend aussi parler qu'il y aurait... il y a des gens qui sont là depuis longtemps qui lui expliquent qu'à l'intérieur des murs, il y a des systèmes de ventilation qui font que si on est capable d'entrer dans les murs, alors on est capable éventuellement de naviguer à l'intérieur des murs et peut-être d'en sortir. Donc, à l'aide d'outils artisanaux, il parvient à creuser progressivement le tour de la grille, pousser la grille et être capable de, dans le fond, entrer dans le mur. Donc, vous comprendrez que les seuls outils artisanaux qu'il peut avoir, ça doit pouvoir se ranger et se cacher sans que les gardes puissent les trouver lorsqu'ils font des fouilles. Donc, ça peut pas être non plus trop pointu. Bon, bref. Donc, on a demandé beaucoup d'ingéniosité de la part de Morris pour construire ces outils-là sans être pris. Comme c'est une permission, c'est une prison où il y a peu de permissions et où les gens sont surveillés de très, 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 très près, il y a beaucoup de fouilles et il y a beaucoup de gardes qui font des tours. Donc, ça a demandé une orchestration vraiment phénoménale pour pouvoir arriver à creuser ce trou. Ça, c'est juste le début. Donc, pendant près de 2 ans, lui et trois autres complices vont travailler à cette affaire. Le trou, juste le petit trou là, de la grille a pris 6 mois à faire. Comme Morris travaillait dans l'atelier d'ébénisterie, il va arriver à voler des outils de toutes sortes de façons. C'est quelqu'un de très intelligent, très manipulateur. Il va arriver à avoir... il attire la sympathie, même si c'est un criminel assez dangereux, puis que les gens vont lui faire confiance naturellement. Il va modifier des outils, il va limer des cuillères. Donc, dans le livre, on voit bien l'image de la cuillère. Imaginez une cuillère comme ça. Elle va avoir été limée en demi-lune pour que le bout soit pointu puis qu'il puisse gratter le ciment avec. Ah oui. Ouais. Il va souder artisanalement des manches de cuillère avec des morceaux de métal pour que ça fasse des trucs un petit peu plus pointus également. Comment il fait pour souder? Il le fait à la chaleur de son haleine ou... À la chaleur d'allumettes. Ah ouais. Il met plusieurs allumettes, on le voit dans le film d'ailleurs, là. Il met plusieurs allumettes ensemble dans une boîte qui est coupée en deux, puis la chaleur fait que ça soude. Je sais pas combien de temps ça prend, je sais pas à quel point c'était solide, mais bref. L'exploit est immense parce que en plus de ça, il faut qu'il travaille en rotation. T'as toujours une personne qui creuse et une personne qui surveille. Ils ont même fait des périscopes artisanaux également avec tout ce qui était des miroirs, c'était des morceaux de métal qui avaient poli, avec des bouts de bois puis du métal poli, qui ont ramené tranquillement de l'atelier pour faire des morceaux. Puis, fait intéressant, dans cette prison-là, un petit peu plus tard, dans les années 60, il a commencé à avoir un petit peu plus de permission, puis il avait le droit de jouer d'un instrument de musique. Donc, on le voit dans le film d'ailleurs, Morris s'achète un accordéon. Il demande un accordéon parce que la valise, elle est tellement grosse qu'elle peut cacher le trou qu'il a fait en dessous du lavabo avec. Je sais pas si c'est réel ou c'est dans le film, mais bref, quand même, c'est qui montre que les gens avaient des instruments.
Et c'est qu'il avait le droit de jouer 1 heure par jour et c'est durant les heures de cacophonie qu'il creusait le plus parce que ça attirait pas l'attention. Les complices, c'était les frères Anglin. Les frères Clarence et John Anglin ont dévalisé plusieurs banques dans les années 50. En 1956, ils sont arrêtés et sont condamnés à 20 ans de prison fédérale. Eux aussi se sont évadés de plusieurs autres pénitenciers et ils vont atterrir à Alcatraz successivement en 1960 et 1961. Leur voisin de cellule est nul autre que... Al Capone. Al Capone. Oh, Maurice! Ah, Maurice, évidemment, parlez-nous. Nul surprenant que ces trois-là aient planifié tout ça. Et les frères Anglin ont eu l'idée, c'est eux qui ont eu d'autres idées là-dedans. Donc, eux, ils ont eu l'idée de la stratégie de diversion liée à l'évasion. Ils ont fabriqué des têtes en papier mâché à leur effigie, OK, en volant des morceaux de magazines qui leur étaient distribués dans le petit casque. On leur donnait des magazines, donc ils prenaient toujours les magazines, gardaient des morceaux, et quand ils creusaient autour, ça faisait de la poussière de ciment. Donc, ils mouillaient ça, puis ils ont fait des masques en papier mâché en mettant ça sur leur visage. Ça faisait la forme exacte de leur visage. Ils ont peinturé et ils ont mis des vrais cheveux que un des frères Anglin a récupéré au barbier parce qu'il travaillait là. Ils ont fait des cils, ils ont fait des sourcils, ils ont fait des têtes le plus ressemblantes possible à leur tête pour pouvoir les placer dans leur lit et remplir des vêtements avec des couvertures pour faire comme s'ils dormaient. Donc, dans le film, on voit... Mais c'est pas comme ça que je l'imaginais, mais j'avoue que ceux qui sont... Quand c'est vraiment comme des grilles, hein? C'est pas des portes comme dans les prisons plus récentes. Donc, le lit est collé sur la grille. Le gardien, quand il passe, il peut clairement voir. Premièrement, c'est pas noir la nuit dans la prison. Deuxièmement, il y a de la lumière sur les têtes des gens. Donc, si c'est pas assez réaliste, c'est sûr qu'ils vont le voir. C'était assez réaliste, je dirais. Assez pour convaincre les gardiens qu'ils étaient toujours là. Donc, parfois, quand ils creusaient la nuit, ils mettaient les têtes puis ils allaient creuser. Parce qu'une fois que le trou a été creusé, OK? Ils rentraient dans le trou. Ils allaient au fond du corridor. Il y avait une espèce de salle des machines désaffectées dans lequel ils ont fait un atelier où ils ont construit un radeau. Donc, eux, ils creusaient la nuit. Une fois qu'ils ont creusé la nuit, ils sauvaient, ils mettaient leur petit mannequin, ils allaient là-bas, puis ils faisaient un radeau. Savez-vous comment ils ont fait le radeau? Parce que ça, c'est une autre affaire, là. C'est un autre exploit. C'est vraiment fou. La tuyauterie. Non. En fait, durant 2 ans, ils ont volé des imperméables. Ils ont cousu, pas cousu, je veux dire collé avec des ciments contact qu'ils ont récupéré dans l'atelier. Et dans le fond, il devait être dégonflé pour pouvoir le transporter durant l'évasion. Ils ont également fait des vestes de sauvetage de la même façon, mais il y a plus de 50 imperméables qui ont été volés et récupérés pour faire ça. Il fallait y penser. Donc, parmi les outils qui ont été utilisés par les hommes pour s'évader, il y avait aussi des rames. Donc, ils ont fait des rames à partir de bouts de bois. Ils ont quand même réussi à voler des bouts de bois assez longs dans l'atelier des Bélisseries sans se faire prendre. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y avait des lames de scie qui ont été oubliées dans un corridor. Ils ont pu les voler, les cacher quelque part. Il y a eu une erreur quelque part, mais c'est ça. Les cuillères aiguisées dont je vous parlais, ils ont aussi fabriqué une perceuse. C'est l'ancêtre de Pécorama. Ils ont trouvé un vieil aspirateur dysfonctionnel. Ils ont pris le moteur dedans, ils ont réparé le moteur, puis ils ont fait une perceuse avec une mèche. OK? C'est fou, là. Bon, fait que comme je disais, durant 6 mois, ils ont creusé le trou. Ensuite, ils pouvaient se rendre dans le couloir de service pour fabriquer le radeau de sauvetage, fait à partir d'imperméables. Ils ont fabriqué les pagaies. Et c'est là aussi qu'ils vont cacher tous leurs outils, à un moment donné, parce que là, il y avait trop de choses là, pour mettre dans leur cellule, et qui rangeaient tout ça là. Ça a été découvert durant l'enquête du FBI, là, cette espèce de pièce-là, qui est devenue un atelier. Il y avait une 4e personne qui s'appelait Alan West. Dans le film, il s'appelle pas Alan West, il s'appelle Alan Butts. Je sais pas pourquoi ils ont changé son nom, mais c'est parce que lui, on apprendra plus tard qu'il a pas pu s'échapper. Il était là, il a planifié l'évasion, tout ça, il était vraiment down pour partir, mais il a pas pu s'échapper. Donc, ça a été le témoin. En fait, tout repose sur ce que lui dit, mais c'est un peu un mytho parce qu'il voulait se donner du mérite dans cette histoire. Donc, malheureusement, il a dit plein de choses qui n'avaient pas de sens et on peut juste se fier à lui et les indices retrouvés parce que c'est le seul qui a été retrouvé, finalement. Donc, lui, il n'a pas pu s'échapper. Lui, il a dit que c'était le cerveau de l'affaire, mais clairement, il n'est pas assez brillant pour ça. Donc, c'est là qu'ils ont commencé à douter de la véracité. Il a aidé à l'enquête, notamment en racontant le plan. Que c'est tout le trajet qu'ils ont fait, c'est lui qui leur a dit parce que, dans le fond, l'enquête l'a pas dit. Il n'a pas été accusé non plus parce que finalement, il s'est pas échappé. Puis, c'est vraiment un peu un loser, là, malheureusement, là, parce que lui, il a trop creusé son trou.
ça devenait trop gros pour le cacher, donc il a dû le reboucher avec du ciment, puis il l'a trop rebouché. Le nouveau ciment qu'il a mis, il n'était pas capable de le gratter pour re-rentrer dedans. Donc malheureusement, il n'a pas pu sortir. Donc je vous explique comment ils ont fait ça. La nuit du 11 juin 1962, 3 hommes disparaissent de leur cellule en passant par les bouches d'aération. Ce fut la dernière fois qu'on les vit. C'est seulement au petit matin que les gardes s'aperçoivent de leur évasion lorsqu'ils se rendent compte que ils sont très immobiles. C'est normal, ça va être en papier mâché. Les cellules sont vides et leur absence est bien sûr dissimulée par les têtes de mannequins. Pour sortir de la prison, les hommes ont dû sortir de la cellule. Écoutez ça, là. Tout ça s'est fait en l'espace de comme littéralement 7 minutes parce que sinon, ils se seraient fait prendre. Donc, ils sont sortis de la cellule. Ils ont escaladé un mur de 9 mètres à l'intérieur. Ils ont traversé une terrasse. Le tout surveillé par des tours et des gardes. On se souvient, un garde pour 3 prisonniers. Ils ont descendu le long d'une conduite de 15 mètres. Tout ça avec le radeau, Oh là là. une valise et des vestes de sauvetage. Ils ont passé 2 barrières de barbelés de 5 mètres chacune, sans briser le bateau de sauvetage. Et ensuite de ça, ils ont dû gonfler à la bouche le radeau avant de se lancer dans les eaux glacées. Tout ça, des eaux tumultueuses et glacées de la baie. Ils auraient quitté l'île vers 22 heures en direction de Angel Island, située à 3 km de là. Ils avaient 3 km à faire sur l'eau, en fait, Ouais. dans l'eau. Ouais. Donc, quand on se rend compte qu'ils ont disparu, le FBI lance une des plus grandes chasses à l'homme jamais entreprises, sans succès. Bon, ils ont retrouvé des effets personnels, comme une veste, des lettres, des photos. Plusieurs semaines plus tard, ils ont retrouvé aussi un corps en tenue bleue. Des années plus tard, ils ont fait analyser, parce qu'en 1962, on ne fait pas analyser l'ADN. Des années plus tard, ils ont fait analyser l'ADN et c'était ni Morris ni les frères Englund. Donc, c'est peut-être un des autres évadés d'avant. On ne sait pas. Mais dans le temps, c'était pas possible de faire un match avec personne. Donc, les 3, Morris, John et Clarence Englund, ont été officiellement portés disparus, présumés noyés et morts. Ils ont retrouvé aussi des morceaux d'imperméable qui probablement étaient le radeau. Mais aucun corps n'a été retrouvé. Bon, en même temps, ils n'avaient pas le matos pour retrouver des corps à l'époque, quoi. Non, mais il n'y a pas de corps échoué dans la baie ou whatever. Là. Ils n'ont jamais retrouvé de corps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà essayé de s'échapper avant eux et qui, par exemple, ont été remis dans la même prison? Parce que ça me paraît incroyable que, en fait, ils se préparent dans la prison, etc. Mais après, il y a des barbelés de 5 mètres, il y a tout un tas d'épreuves Koh-Lanta qui les attendent et ils savent pas. Genre, les autres évadés, peut-être qu'ils leur ont dit, ouais, mais tu sais, derrière, il y a ça, puis il y a ça. Comme ça, ils savent un petit peu parce que ça peut foirer à tout moment si tu sais pas escalader ou je sais quoi. Mais en fait, c'est qu'ils sont ça a été fait sur plusieurs temps, puis on le voit assez bien dans le film là. La chronologie, c'est que à chaque étape, ils voient c'est quoi le prochain obstacle, puis là, il faut qu'ils trouvent des solutions. Ouais, ils ont appris des autres évadés, parce qu'il y en a qui sont morts. On nous dit peut-être qu'on va pas passer par là, mais d'autre côté ou. Mais c'est eux-mêmes, en fait. C'est une fois qu'ils ont enlevé la grille, ils sont passés, ils se sont rendus compte qu'il y avait un mur de 9 mètres. Ben là, ils ont dit, bon, ben qu'est-ce qu'on fait pour ça? Là, ils ont trouvé des solutions. Ils se sont fait la courte échelle, bref. Et ensuite de ça, ils ont comme... celui qui était en haut a comme mis pas une corde, mais il a comme accroché un truc sur le mur avec la perceuse pour que les autres puissent monter. Bref, c'est ça. C'est qu'à chaque étape, à chaque fois qu'ils arrivaient à une nouvelle étape, ils se disaient, OK, ça, faut qu'on fasse ça. Ça, faut qu'on fasse ça. Puis il y avait des gens qui étaient sur l'île depuis vraiment longtemps, puis qui avaient entendu parler. Parce que la plupart des évadés sont morts, là. Ceux qui ont tenté de s'évader. Et tous les objets, ils sont dans le musée ou pas? Genre la poupée. Ah, trop bien. Ouais. Cool. Bref, il y a West, il n'y a jamais eu la certitude qu'ils sont morts vivants. Là. On n'a juste aucune preuve, c'est juste qu'ils sont considérés comme noyés. Ouais. Mais on n'a pas de preuve. Il n'y a aucun témoignage. Rien. Ben, il n'y a personne qui a dit les avoir vus. Mais attendez, j'ai des rebondissements. West, qui est dans le fond le 4e, qui est loser, là, qui n'a pas réussi à s'enfuir, lui a dit que le plan à l'arrivée était de voler une voiture, des vêtements. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a eu aucun vol de voiture qui a été recensé. Donc, c'est ce qui porte à croire qu'ils ne sont jamais arrivés. Par contre, en 2015, parce que l'enquête est toujours ouverte, hein? En 2015, un membre de la famille Englund fait parvenir au FBI des cartes de Noël potentiellement reçues par les frères, envoyées par les frères Englund. Donc, l'écriture sur les cartes aurait été authentifiée par un expert, mais l'année ne peut pas être certifiée, c'est-à-dire qu'elle aurait pu être envoyée il y a longtemps. Ils peuvent pas considérer ça comme une preuve qu'ils sont toujours vivants. Il y a aussi une photo
qui circulent de 2 hommes dans une ferme au Brésil. La photo date d'environ 1975, aurait été reçue par la famille. Un expert en visage aurait aussi certifié qu'il s'agissait bien d'eux, mais bien qu'une fouille sur le terrain ait été faite, aucune trace des 2 frères, aucune nouvelle de Morris. Donc, de mon point de vue, je pense que Morris est mort. Puis les frères, je sais pas, j'ai comme un doute. Ils auraient quel âge aujourd'hui? C'est non? Ils sont nés en 1930, ils seraient très vieux. Ouais. Donc aujourd'hui, la prison est un site protégé et un musée. Il y a les 3 cellules avec les têtes de mannequins sont telles qu'elles ont été trouvées le matin du 12 juin 1962. Et avec les bouches d'aération forcée, tout ça, là, ça a été reconstitué telles Trop qu'elles bien. ont été. C'est pourquoi je veux vraiment y aller. Et en 2009, il y a encore un avis de recherche des 3 évadés dans la prison avec les visages qui ont été vieillis avec le robot. Dans le fond, ce qu'on en dit, c'est que ça semble surtout destiné à entretenir le mythe Bah oui. autour de l'endroit, je sais pas combien ils font d'argent avec ça, mais je veux dire, je pense que c'était assez cher là, pour aller visiter, puis c'est toujours plein. Donc, on entretient le mythe autour de ça. Moi, personnellement, je suis pas convaincue qu'ils sont morts, les frères Anglin. Mais c'est sûr que tout porte à croire, malheureusement, que si tel est le cas, ils ont vraiment réussi leur évasion et bravo, leur souhaite. Un gros bravo. 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 Bravo les criminels. Euh, c'est comment ils ont réussi à faire tout ça sans se faire prendre et où ils sont aujourd'hui, nul ne le sait, mais c'est franchement un tour d'ingéniosité incroyable. Ouais, j'avoue. Vous êtes d'accord? Vu qu'ils étaient assez intelligents, donc, comme on a compris, est-ce qu'ils n'avaient pas raconté n'importe quoi à la personne qui restait coincée? Est-ce qu'ils l'ont pas coincé volontairement en lui disant on va prendre une voiture, on va aller là, on va aller là, que lui balance l'info, mais qu'en fait ils ont fait tout le contraire. Peut-être qu'ils ont... alors, je pense que le radeau de fortune a dû s'exploser quand ils sont arrivés sur la flotte, Ouais, mais oui. peut-être pas au moment où l'eau était le plus impraticable. Ça se peut. Et puis en fait, quand on veut, quand on a, il y a une certaine pression, on a de la mort, on secrète de la morphine, on est un autre On est ceinture. homme. Donc même si l'eau était glaciale, je pense que le fait de vouloir s'en sortir était beaucoup plus fort. Peut-être qu'ils y sont restés quelques temps en embuscade dans des petits fourrés à attendre. Et puis qu'une fois que tout a rebaissé un petit peu, ils sont sortis. Parce que je pense quand même que les flics ont fouillé l'île. Probablement, mais peut-être que c'était trop tard aussi. Bah, c'est Parce que le plan a été dévoilé vraiment plus tard. Peut-être qu'ils sont même pas allés là, comme Bah tu oui. dis. Puis Morris, lui, c'est un petit criminel là, de bas étage. Là. Il volait des voitures. Là. Tu sais, c'était comme... tu sais, disons qu'il était pas à la hauteur intellectuelle des autres. Puis dans le film, on le voit. Là. Il le dépeigne un peu comme un peu moins brillant là, que les autres, malheureusement. C'est dommage pour lui. Mais bref, c'est le seul survivant de tout ça. Fait que Ouais. c'est beaucoup basé sur ce que lui a dit, mais bref. Fait que voilà, le mystère de la plus grande évasion. C'était la 5e roue et que ils se sont dit si on le fait venir, on est sûr on va tout rater quoi. Ça se Donc peut. mettons l'autre côté et on s'en sert comme alibi. C'est ça, il parlera et c'est ensuite quoi. Ah ouais. Parce que on fabrique un radeau, on fabrique une perceuse, on fabrique des objets, on arrive à creuser, à chercher, à ceci à cela. C'est quand même bizarre qu'il y ait un gars sur tous qui s'en sort pas. Alors que si tout le monde a bien respecté les consignes, Mais c'est que c'est pas tout le monde quoi. ouais, comment qu'il le présente dans le film, c'est comme si il était pas tout à fait convaincu qu'il voulait le faire. Ils ont dû le capter. Il prenait du retard un peu sur les autres. Tu sais, lui, les autres étaient plus rapides. Puis il n'arrivait pas à faire les choses aussi vite, aussi bien que les autres. C'est comme sa tête en papier mâché n'était pas parfaite. Fait En que, tu même sais, il temps. pouvait pas l'utiliser. Puis Ouais. euh, C'est assez fou. Moi, j'ai du mal à croire qu'ils puissent s'en être sortis vivants surtout avec le radeau qu'ils avaient. Mais Ouais. ils ont quand même réussi à faire l'impossible déjà rien qu'en sortant de la prison. ouais, Donc à partir de ce c'était constat-là, ghetto quoi. radeau, là. Ouais. Ghetto radeau, là. Mm. Je peux pas croire qu'il... Tu sais, prends le pire petit matelas gonflable de piscine que t'as vu de toute ta vie. C'est ça. Garoche-toi dans l'eau, l'eau de la baie de San Francisco, du haut d'une falaise avec. Pas sûr que ça tient. Ça n'a Imagine, aucun sens. Ouais. les autres, ils l'ont fabriqué artisanalement, là. C'est impossible que ça a tenu. Et ben Bon. trop bien. Ben merci Xara. Je suis C'est contente vraiment trop de cool. tomber là-dessus en fin Ouais. de semaine. Je me disais que c'est comme un sujet que tout le monde connaît un peu, mais Ouais. c'est tellement mythique. Personne connaissait l'histoire. Même moi, je connaissais pas l'histoire réelle. Ouais, on connaît la prison, mais après tout le mythe Ouais. derrière, tout ce qui s'est passé, bien stylé.